Sauf que là, je vous ai parlé de transformation de la ville, toujours pas d'étalement urbain, toujours pas de territoire, en fait. Ça commence qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec le retour au pays, d'un des fils Lewitt. Lewitt Hanson, c'est une entreprise générale de construction, hein, qui faisait du logement individuel. Et ce fils Lewitt a fait sa campagne, la campagne d'Europe dans le génie américain. Et il a vu, tout l'intérêt d'industrialiser le processus de fabrication. Alors là, des baraquements, hein, pour l'armée, standardisation, construction hors sol. Sauf que pour adapter ça, au logement, pour construire du logement, standardisé, hein, bah, il faut aussi du foncier standard. Et il va le chercher en périphérie de New York, qui est devenu accessible à la voiture par les investissements autoroutiers qui ont été faits dans les années 30. Et ils vont acheter, des champs de patates et des champs d'oignons à la toute fin des années 40, hein, juste après la guerre, pour construire les premières Lewittown. Donc c'est un modèle qui va ensuite se déployer et c'est là où on a vraiment l'invention à la fois du modèle du suburb qu'on va trouver dans les films américains, hein, vous le voyez dans ce tracé, mais dans ce modèle-là, on a aussi la monofonctionnalité, on a du logement et on va chercher les autres fonctions ailleurs. On a une standardisation du processus de production de la ville, mais on a surtout une initiative privée, et un mode de financement qui est spécifique puisque, c'est là où on invente l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale. C'est pas n'importe quel ménage, déjà c'est réservé aux blancs et c'est aussi réservé aux anciens combattants américains qui bénéficient, de garanties d'emprunt par l'État fédéral américain. Donc c'est là où on invente, grâce à l'État fédéral, cette capacité des ménages à s'endetter pour leur résidence principale. Ironie de l'histoire, les Whithansons va faire faillite en 2007, avec la crise de subprime, donc sur l'effondrement de l'économie qu'ils ont très largement contribué à créer. En fait, ce modèle-là va se déployer, ailleurs aux États-Unis en suivant, l'autoroute. Sauf que l'autoroute, dans les années 40-50, n'existe pas aux États-Unis. Il y a un gros plan d'investissement qui est monté à partir de 1956, hein, plus de 60 000 kilomètres d'autoroutes qui ont été construits en 10 ans. Donc, c'est à partir du début des années 60 où on a un vrai décollage du modèle et une vraie extension du modèle du suburb qui, évidemment, va se décliner sous ses formats commerciaux, zones d'activité, etc. Donc cet investissement-là, c'est à partir de 1956, un grand plan d'investissement d'Eisenhower, qui est un plan d'investissement qui est poussé finalement moins par le développement du territoire que par des enjeux de défense du pays, puisque l'armée américaine était incapable de traverser le pays d'est en ouest pour protéger le homeland. La transposition en France est plus tardive, hein, vous le savez, on a des investissements autoroutiers qui démarrent plus tard, hein. On a considéré très longtemps qu'on avait un maillage suffisant. Ça démarre vraiment, au tout début des années 70, mais finalement le virage, il se fait au début des années 70 avec notamment Albin Chalandon qui vient symboliser, hein, c'est pas lui qui va tout faire, symboliser en tout cas un changement de modèle, la rupture avec le modèle de la reconstruction. Donc à la fois, le logement locatif, le grand ensemble et au cœur du système, hein, les bailleurs sociaux, avec cet abandon progressif je crois que c'est en 1977, hein, vraiment l'arrêt des grands ensembles avec, une circulaire, je crois que c'est ni tour ni barre, il faut que je retrouve donc extrêmement extrêmement marquant, l'abandon de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Cette autre chose, c'est à la fois la transposition du modèle pavillonnaire, hein, l'industrialisation de la processus, de la façon de la ville, mais aussi, l'appui sur des acteurs privés, hein, que sont les lotisseurs qui vont, pour certains, petits lotisseurs de l'époque, vont devenir des majors, qu'on connaît aujourd'hui. Et puis derrière, donc un changement aussi puisque c'est le début du slogan, sur la France de propriétaires. Alors, politique de droite, me direz-vous, et de gauche, c'est en même temps une politique de gauche, puisque c'est vraiment une politique qui ne décolle qu'après les années 80 et les lois de décentralisation 82-83, où les maires vont faire leur boulot et vont prendre finalement, pour certains, la revanche par rapport à ce que Martin Vanier exposait tout à l'heure, par rapport à cet exode urbain qui a énormément marqué certains territoires, notamment dans les années 60, et on le voit bien dans les courbes démographiques. Et c'est là où on invente un nouveau modèle et finalement un nouveau modèle à la fois de développement, mais d'existence tout simplement pour ces territoires qui vont attirer des ménages qui vont pouvoir habiter un peu plus loin qu'avant et sortir de la ville grâce à la voiture, grâce aux infrastructures routières et grâce surtout aux maires qui font leur job, c'est-à-dire qui créent le foncier en périphérie pour que la France de propriétaires soit possible.
hein. Et ils font progressivement ces aménagements-là, ce qui va leur permettre de conserver des écoles ouvertes, de conserver un certain nombre de services publics, etc. etc. Alors, c'est là où on invente, mais on l'appelle pas encore comme ça, le périurbain qui va évidemment se déployer et concerner une part très importante de la population française. Le périurbain, c'est finalement, ces communes, ces territoires sur lesquels on dort, on vote, mais on ne travaille pas. C'est les secteurs en rouge et vous voyez bien qu'on a un décollage tardif, sur ces courbes-là qui est évidemment parallèle à l'explosion, des mobilités automobiles. C'est-à-dire qu'on passe toujours autant de temps approximativement dans la voiture, mais on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et donc on émet aussi beaucoup plus de CO2. En fait, on est face à un problème de modèle. On a inventé un modèle, il y a moins de 50 ans, je vous le disais, début des années 80, qui repose sur la construction en neuf en étalement. C'est le cœur de notre fa de ce qu'on appelle la fabrique de la ville. On y participe tous autour de la non table, cette priorité donnée finalement à la croissance de la ville plutôt qu'à sa transformation. C'est à la fois la dissociation des fonctions, leur éloignement, mais aussi une forme de dilution de la ville, hein. On a, 48 des surfaces artificialisées en France qui sont dédiées aux infrastructures. Donc c'est du parking, des routes, des LGV. On n'a que 18 qui sont dédiés aux bâtiments. Donc finalement, cette question de densité qui est sous-entendue comme densité bâtie, ce n'est pas la réalité de la ville telle qu'on la connaît. Alors l'urbanisme circulaire, c'est quoi dans tout ça? C'est simplement se dire qu'on a une fabrique de la ville qui est basée sur une consommation d'une ressource rare et limitée, qui est le foncier, essentiellement agricole, pour des usages urbains avec une forme d'obsolescence programmée, ce qui génère des friches urbaines, des espaces vacants, des locaux vacants, des logements vides, etc. etc. L'idée de l'urbanisme circulaire, c'est juste de créer des alternatives et de mieux utiliser ce qui est déjà urbanisé quelque part. Intensifier les usages, faire plus avec ce qu'on a déjà, transformer les bâtiments existants et puis recycler les espaces. Alors, il y a urgence, puisque l'essentiel de la ville de 2050 est déjà là. On a déjà fait au moins les trois quarts de la ville de 2050. Elle est autour de nous. Donc, on n'a qu'un quart qu'il faut vraiment faire bien, mais surtout, il faut travailler les trois quarts qui sont déjà là et se pencher sur la ville existante. Mais la deuxième bonne nouvelle finalement de la journée, c'est j'ai strictement rien inventé et rien n'est à inventer. Tout est là, Par contre, tout reste à faire parce qu'on a une question de massification des solutions. Les pionniers, ils sont nombreux. Éviter de construire, c'est intensifier les usages. C'est la première des boucles. C'est l'urbanisme transitoire qui utilise finalement ces 10% de temps de vie d'un bâtiment où il sert à rien parce qu'il attend sa déconstruction. C'est c'est des acteurs du tertiaire qui réfléchissent à ouvrir des espaces de bureaux à ouvrir sur la ville et finalement à d'autres acteurs que les occupants habituels. C'est des réflexions sur la dynamisation des équipements publics qui pourraient servir plus que 35 heures par semaine, voire même des écoles qui servent de logements touristiques pendant les étés. C'est finalement se pencher sur la question des temps de la ville et pas que du hard, pas que des espaces. La deuxième boucle, c'est éviter de déconstruire en transformant l'existant, éviter de déconstruire, de passer par la case poubelle dans les bâtiments. On sait le faire pour des équipements emblématiques. On le fait moins souvent, mais il y a évidemment un intérêt essentiel de créer des alternatives à l'étalement, donc de nouveaux logements sur les toits, notamment de copropriété pour payer une réhabilitation globale, mais aussi offrir des solutions alternatives à la périphérie, à des ménages qui voudraient vivre en ville. Il y a la question évidemment des transformations de bureaux en logements, mais qui pose plus globalement la question de l'évolutivité de ce qu'on construit aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit aujourd'hui des bâtiments qui pourront avoir cette vie comme des charges, et donc de prolonger leur durée de vie, notamment parce qu'on a encapsulé une énergie grise importante dans leur structure, et notamment les structures béton. Et puis la dernière des boucles, c'est travailler évidemment sur le recyclage. C'est à la fois densifier les espaces pavillonnaires, construire des maisons à côté des maisons, un potentiel de plusieurs centaines de milliers de logements en région parisienne, et pas des logements collectifs, des maisons, des logements individuels, qui n'est pas l'ennemi. C'est mieux densifier dans les espaces d'ores et déjà denses. On a un vrai problème sur notre méthodologie, sur la façon dont on fait tout ça, et notamment sur le dialogue public et privé sur la densification en diffus. C'est travailler sur le foncier économique, qui est un grand impensé aujourd'hui, sur l'entrée de densité, sur laquelle il y a eu peu de progrès ces dernières années, contrairement au secteur d'habitat. C'est évidemment travailler les friches, ces fameuses friches industrielles que tout le monde regarde, mais aussi les friches de demain, les friches commerciales, ou un certain nombre d'espaces qui vont être délaissés en pensant cette question de la mine urbaine, c'est-à-dire la réduction du périmètre de dialogue de la fabrique urbaine, notamment dans la question de la gestion des déchets et surtout des matériaux.
Alors, l'idée, vous l'avez bien compris, hein, c'est au travers de la frugalité en sol, d'amener une frugalité globale, hein. La frugalité en sol, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Moi, à la fin, je conclus mon bouquin en disant que l'étalement urbain, c'était pas du tout le problème. C'était pas un problème, c'était un symptôme d'un dysfonctionnement beaucoup plus global de notre façon de faire la ville, mais un dysfonctionnement qui est très récent, j'insiste. Le problème, c'est que ce normal dans lequel on baigne aujourd'hui, il n'a que 40 ans, mais en même temps, on a toujours tous connu que ça autour de la table, hein. Depuis qu'on est actif, c'est notre normal, d'où la difficulté à entrer en rupture, à déployer des modèles alternatifs, notamment pour faire une ville de la proximité, une ville accessible à tous et évidemment derrière une ville résiliente, donc moins dépendante, pas que résiliente par rapport au Covid, hein, mais évidemment moins dépendante aux enjeux de mobilité, notamment carbonés. Pour ça, il faut qu'on trouve, les potentiels et ils sont extrêmement nombreux. À chaque fois qu'on fait ce travail de recherche de foncier, disponibles, hein, en se donnant les moyens de la puissance publique, pour les trouver, au-delà des friches, mais sur des secteurs densifiables et cetera. Il y a des potentiels importants, mais on sait que pour les mobiliser, les activer, hein, ces fonciers invisibles, il faut mobiliser plus d'intelligence. Il y a un changement de business model là-dessus qui est important, avec plus à miser dans l'intelligence, donc la matière grise plutôt que dans le béton. C'est un changement de matière grise, qui est sans doute, important et qui a même des changements de rôle entre les acteurs. On a besoin d'outils, notamment de foncières du temps long, mais aussi d'outils du recyclage foncier et puis de politiques cohérentes. Bon, évidemment, la métropole doit assumer son rôle, hein, en accueillant les siens. Évidemment, le périurbain doit savoir se réinventer et le périurbain n'est certainement pas l'ennemi, c'est son développement qui est un problème. Par contre, c'est un territoire du futur parce qu'il y a énormément de place pour déployer, mais chacun, y compris la ville moyenne, doit s'inventer un modèle propre qui soit un modèle frugal en sol. Donc pour ça, on est face à des enjeux systémiques. Il y a une logique évidemment de nécessité, hein, d'un virage environnemental, mais il y a surtout une logique d'opportunité. Moi, je l'ai connu quand j'ai décidé en créant ma société de ne travailler que sur la ville existante et je ne suis pas le seul. On a des opérateurs immobiliers qui ne font que ça. On a des opérateurs fonciers, qu'ils soient publics ou privés, qui font que ça. En fait, on a un changement de métier là-dessus. On ne peut pas faire du recyclage urbain ou de la ville sur la ville comme on fait de l'étalement. C'est un autre métier. Pour autant, aujourd'hui, c'est une stratégie dite d'océan bleu, hein, sur lequel il y a très peu d'acteurs. Donc, il y a une vraie opportunité, un vrai intérêt à le faire.